Donc nous sommes effectivement assez heureux de vous accueillir nombreux pour cet atelier sur les résidences accueil, quel partenariat avec le médico-social et le sanitaire. Alors, quelques petits rappels d'ordre pratique. Vous pouvez poser vos questions effectivement par le chat, ce que certains d'entre vous ont déjà engagé, ont déjà commencé à faire. Je les en remercie. Vous pouvez également lever la main et lorsque je vous donnerai la parole, je tiens à vous préciser que vous apparaîtrez à l'écran. Les participants effectivement n'apparaissent pas à l'écran, mais si je vous donne la parole, il n'y a pas de souci. Si vous aviez des problèmes techniques, normalement la modération ne peut pas effectivement les traiter. Il faudrait que vous repassiez sur la plateforme et par le petit post-it qui est en bas à droite, vous pouvez effectivement envoyer des messages au support technique. Alors, pourquoi voilà, ma collègue Pauline Lebeau, effectivement, vous a remis quelques consignes si vous aviez le moindre souci. Il n'y a pas de problème. Pourquoi aborder effectivement ce sujet effectivement en 2021 des partenariats entre les résidences d'accueil et les secteurs du médico-social et du sanitaire. Donc, en 2021, 15 ans à quelques jours près après la circulaire qui a posé le cadre des résidences d'accueil, même si dès l'expérimentation de 97-98, peut-être, pardon, Élie, Christine, Laurence, si vous pouviez peut-être couper vos micros parce que je trouve qu'il y a une sorte de souffle qui, à mon avis, n'est pas très agréable pour les. Voilà, c'est plus confortable. Merci. Oui, donc je disais, effectivement, dès l'expérimentation des premières pensions de famille en 97-98, la Fondation des Amis de l'Atelier avait participé à cette expérimentation qui a donné naissance effectivement aux premières pensions de famille, mais ce n'est effectivement que la circulaire de 2006 qui en a imposé le cadre. Alors, on l'a tous constaté, et vous le savez, la crise sanitaire, effectivement, a révélé ou accentué les failles qui pouvaient exister dans la société française. Bon, le secteur hospitalier, pour ceux qui l'ignoraient, effectivement, a montré toute une série de difficultés structurelles que seuls des professionnels en général connaissaient. Et on s'aperçoit effectivement qu'au sein de l'hôpital, le secteur psychiatrique est aussi particulièrement sous tension. De même, l'actualité aujourd'hui de la crise des métiers du sanitaire et du social a une incidence forte sur le fonctionnement de l'ensemble du secteur, logement accompagné compris. Alors, quelles sont effectivement les conséquences pour les résidences d'accueil? Nous avons entendu particulièrement cette année un certain nombre de difficultés que nous remontaient des adhérents dans le montage de résidences accueil, notamment parce qu'effectivement, ils avaient des difficultés à établir des partenariats avec le secteur psychiatrique local. On a un exemple, effectivement, d'une structure qui a dû retarder l'élaboration et l'accord pour la résidence accueil qu'il prévoyait de ce fait-là. Ce qui est un peu dommage. Et on a un autre adhérent dont le périmètre géographique du secteur psychiatrique fait qu'il n'y a plus aujourd'hui que les urgences qui sont sur le territoire, alors qu'auparavant, effectivement, il y avait des services beaucoup plus complets et ça les met à mal. Alors, est-ce que c'est une des raisons des résultats mitigés en termes de production de résidences d'accueil, hein, mais dont vous le savez tous, le plan logement d'abord prévoyait la création de 10 000 places de pensions de famille, dont un tiers en résidence d'accueil. Bon, les chiffres donnés par la DIAL faisaient état de la création de 3 592 places, vous voyez, je suis très exact, en pension de famille, bon, je pense que ça s'est monté un peu plus, et de 1 472 places. On est un petit peu en dessous du tiers, pas de façon très très marquée, mais enfin, on est un petit peu en dessous du tiers. On a l'impression, est-ce que c'est lié à ça? Je n'en sais rien. En tous les cas, les résidences d'accueil, effectivement, ont besoin de ces partenariats. Et nous l'avons d'ailleurs aussi souligné pour ceux qui étaient habitat inclusif hier dans l'atelier qui portait sur le sujet. Mais également, et je pense que Marc Coulon, qui interviendra, le soulignera, le secteur psychiatrique a aussi besoin, effectivement, du logement accompagné et des résidences d'accueil. Donc, nous avons effectivement demandé à un certain nombre d'adhérents impliqués dans le développement des résidences d'accueil, des acteurs assez significatifs, de nous faire part de leurs expériences, effectivement, dans le rapport au sanitaire et au médico-social. Alors, nous avons pour ça sollicité deux structures. Une structure qui est dans le champ du handicap, donc la Fondation des Amis de l'Atelier,
donc qui va nous apporter son éclairage, dont Laurence Poté-Bonneville, qui est directrice générale adjointe, s'exprimera en premier lieu pour replacer un petit peu le cadre la concernant la Fondation. Et effectivement, Christine Gauthier intervenant dans un deuxième temps. Donc Christine Gauthier, directrice des 2 résidences accueil de Fontainebleau et Nemours et du SAMSA de Sud-Seine-et-Marne. On sollicitera ensuite effectivement Coalia, dont Élie Métry, qui est directeur d'unité territoriale de Coalia, a notamment effectivement la résidence accueil de Troyes, et interviendront à ses côtés Marc Coulon, donc, qui est à la gauche de l'écran, à la droite d'Élie en tous les cas, Marc Coulon, qui est cadre à l'EPSM de l'Aube, sauf erreur de ma part. Voilà, donc je vais passer la parole à Laurence Poté-Bonneville. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat. On prévoira évidemment à l'issue des interventions de la Fondation des Amis de l'Atelier d'une part, et puis celle de Coalia et de l'EPSM de l'Aube, un temps de débat avec vous. Mais vous pouvez poser évidemment vos questions au fil de l'eau. Merci. Madame Poté-Bonneville, je vous passe la parole. Merci. Alors, merci Monsieur Navalès et merci à l'UNAFO de cette sollicitation. Et puis, merci à toutes et toutes de votre attention et de votre participation à ce webinaire. Je vais essayer d'avoir un propos introductif et rapide, hein, parce que l'intérêt, c'est aussi les échanges et vos remarques et vos questions. Alors d'abord, je souhaite resituer effectivement la Fondation des Amis de l'Atelier dans ce champ du logement accompagné. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes, un acteur important dans le champ du handicap, puisque la Fondation des Amis de l'Atelier, c'est un peu plus de 2000 salariés qui interviennent dans à peu près 90 établissements, services et dispositifs, c'est-à-dire des structures plus hybrides, on va dire, et qui ne ressortent pas nécessairement du champ médico-social comme on le connaît habituellement, dans toute l'Île-de-France et puis aussi en Haute-Vienne. Nous proposons aux personnes, qu'elles soient adultes ou enfants, toute la palette d'accompagnement, à peu près toute la palette d'accompagnement qu'on peut trouver dans le champ du handicap, depuis les réponses les plus médicalisées, hein, par exemple les maisons d'accueil spécialisées en matière d'hébergement, jusqu'à des dispositifs d'emploi accompagné, en passant par des foyers d'hébergement, des ESAT et des SAVS SAMSA. Et nous accompagnons des personnes avec handicap intellectuel, handicap psychique, troubles du spectre de l'autisme et de manière un petit peu plus marginale, des personnes en situation de polyhandicap. Voilà pour le tableau. Ce que je souhaitais rappeler, c'est que la politique habitat, elle est vraiment au cœur des enjeux prioritaires de la Fondation des Amis de l'Atelier dans son projet stratégique. Et elle est au cœur de nos enjeux depuis longtemps. L'offre de logement en résidence accueil ou pension de famille, mais aujourd'hui on est majoritairement sur des résidences accueil à la Fondation, elle est de 8 résidences accueil et 2 pensions de famille. Bon, les premières ont ouvert, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Navalès, à la jonction du siècle. Et aujourd'hui, ce parc représente 244 logements. En matière d'accompagnement dans l'habitat, nous avons aussi un très grand volume de services SAVS SAMSA. Le premier, nous l'avons ouvert en 89 et aujourd'hui, nous en sommes à 22 SAVS SAMSA qui totalisent à peu près 750 places. Et puis, nous avons aussi développé une offre de logement en DIFU dans cette idée d'une palette complète. Donc, des logements ordinaires, du studio F5, une 50aine d'appartements, mais également 2 dispositifs d'habitat inclusif et on l'espère peut-être bientôt 3 ou 4. Et puis, nous développons à la marge, mais c'est
en volume à la marge, mais c'est très, très important pour nous dans nos logiques d'accompagnement, des places hors les murs dans nos hébergements, que ce soit dans des femmes et des foyers de vie, mais aussi on a un projet de place de masse hors les murs, hein, pour des personnes qui vivent avec des handicaps psychiques. Cette préoccupation, cet intérêt porté à la question de l'habitat, il va aussi avec un effort pour structurer et outiller cette politique. Donc, nous construisons et nous partageons en interne des outils d'évaluation à l'autonomie dans l'habitat. On développe des expérimentations de séjour dans des studios d'essai, et puis nous développons aussi, nous allons développer de plus en plus des ateliers d'apprentissage. Voilà. Donc, si j'en viens à la question plus précise des résidences accueil et puis des partenariats dans le champ sanitaire et médico-social, je pense que ce qui est important d'abord de rappeler, c'est que les résidences accueil ne sont pas des établissements médico-sociaux. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est bien de se le redire. Qu'on ne parle pas de prise en charge, mais qu'on propose un logement avec un accompagnement. Donc, c'est vraiment une philosophie tout à fait particulière, et que l'hôte et l'organisme gestionnaire de ces résidences, il doit avant tout veiller à ce que les accès à la santé, aux droits, à l'insertion sociale ou professionnelle des personnes soient autant que possible délivrés par les services de droit commun et par les services ad hoc. Donc, la résidence accueil, c'est vraiment un dispositif d'entrée de jeu qui est un dispositif ouvert. Et en même temps, la résidence accueil, c'est pas une pension de famille classique. L'accompagnement doit y être adapté pour être destiné en particulier à des personnes vivant avec un handicap psychique. Mais il y a un paradoxe qui est qu'il n'est pas nécessaire que le handicap des personnes accueillies en résidence accueil soit reconnu par la MDPH. Donc, on est vraiment au bord de deux mondes, au bord du monde du handicap et puis au bord du monde du logement accompagné. Donc, évidemment, comme les résidences accueil sont un dispositif, j'ai envie de qualifier de frontalier, il a de manière, dans son ADN, il est nécessaire qu'il fonctionne avec les autres. Et les autres, ce sont évidemment les SAMSA SAVS ou bien le secteur sanitaire, mais pas que. Il y a aussi des dispositifs nouveaux, enfin nouveaux, pas si nouveaux que ça, mais qui sont les groupes d'entraide mutuelle, et puis tout un tas d'autres dispositifs dont je pense Christine Gauthier parlera tout à l'heure, sur lesquels les résidences accueil doivent vraiment savoir s'appuyer pour mieux accompagner les habitants, les résidents. Alors, pourquoi est-ce que des partenariats sont essentiels? D'abord, je le redis avec des mots différents, mais parce que les modalités d'admission en résidence accueil, elles sont finalement pas si cadrées que ça. On a dans notre processus d'admission des réservateurs qui se positionnent, qui occupent des places très très variables. Il n'y a pas une commission d'admission en résidence accueil qui ressemble à une autre. D'ailleurs, je dis commission d'admission. Parfois, on a des commissions d'admission à l'ouverture et puis après, les admissions se prononcent au fil de l'eau et les réservateurs occupent une place variable et n'ont qu'une vision partielle de la situation des personnes, notamment sur ce qui concerne, ce qui relève de la connaissance du handicap de la personne. Et puis, du coup, il y a des prérequis à l'entrée en résidence accueil qui sont difficiles à respecter en termes d'autonomie. Est-ce que la personne a une autonomie suffisante, tant sur le plan des ressources que sur le plan de sa vie quotidienne? Des prérequis aussi en termes de stabilisation dans les soins. Et on voit bien que chaque partie prenante de l'admission d'une personne n'a qu'une vision du parcours et de l'identité de cette personne et qu'il est compliqué, du coup de se dire qu'une admission en résidence accueil va suivre un parcours totalement fluide et lisse, et c'est d'ailleurs jamais le cas.
Et puis, pourquoi est-ce qu'on a besoin de partenariat? Je voudrais juste faire un petit rappel sur le cas particulier des personnes handicapées vieillissantes. On sait que dans le champ notamment du handicap psychique, le vieillissement est précoce et qu'il y a peu de dispositifs dédiés. On sait aussi qu'il est difficile d'inciter une personne qui vit depuis longtemps en résidence accueil, de l'inciter à quitter ce qui est son logement pour intégrer un dispositif plus adapté. D'où l'intérêt vraiment renouvelé de s'appuyer sur des accompagnements par des services, notamment parce que ça peut permettre d'envisager des stages, des essais, des tentatives, et puis de s'appuyer aussi, dans le cas particulier du vieillissement, sur des dispositifs comme les CLIC ou les Maya. Voilà. Pour terminer mon intervention, je pense qu'il y a aussi une question qu'il faut qu'on se pose, c'est des partenariats jusqu'où? Puisque finalement, les partenariats qu'on pourrait, de manière tout à fait théorique et volontariste, tisser avec le sanitaire ou le médico-social, ces partenariats ne peuvent pas faire fi de la volonté de la personne, qui peut à un moment donné définir qu'elle est dans un processus de rétablissement et que peut-être l'accompagnement dans les soins va changer d'intensité. Et puis, on sait aussi qu'avec la transformation de l'offre dans le champ du handicap, des projets d'accompagnement par des SAVS et des SAMSA, ce sont des projets qui doivent s'inscrire dans un temps limité et qui doivent être réfléchis avec un début, un milieu et une fin. Et que pour autant, la temporalité du séjour de la personne en résidence accueil n'est pas la même. Voilà. Donc tout ça, la fin de ces accompagnements spécifiques et de ces partenariats ne doit évidemment pas remettre en cause l'accompagnement de la personne en résidence accueil, bien sûr, mais tout cela doit nous inciter à faire vivre le projet de vie en résidence accueil pour faire vivre les partenariats qui vont avec. Voilà. Merci de cette introduction qui pose pas mal de sujets, me semble-t-il, qu'on va être amené à illustrer et développer, et j'espère partager avec vous qui êtes auditeur. Christine Gauthier, je vous passe la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu des deux résidences accueil qui se trouvent dans le sud Seine-et-Marne, la Fondation des Amis de l'Atelier, mais sur le territoire donc de Fontainebleau et de Nemours. Celle de Fontainebleau, elle est ouverte depuis 2013. Elle accueille environ, il y a 25 personnes, donc résidents, ayant des troubles psychiques qui vivent dans cette structure-là. Sur les 25, nous avons 8 logements, c'est-à-dire 30% de logements dédiés à la contingence de la préfecture, travail que nous effectuons avec le SIAO. À la résidence accueil de Nemours, une résidence qui est récente, puisqu'elle est ouverte depuis le mois de juillet 2019, donc qui a aussi 25 logements, avec des résidents aussi un petit peu plus jeunes qui ont effectivement des troubles psychiques. Quelques personnes aussi, maintenant que nous avons dans les résidences accueil, c'est très nouveau, avec des troubles autistiques. Dans la résidence accueil de Nemours, nous avons été obligés d'avoir 17 logements sur 25, ça veut dire 70% de logements contingence préfecture. Ces deux résidences accueil-là, elles sont implantées au cœur d'une ville, de Fontainebleau et de Nemours, justement pour privilégier l'ouverture avec toutes les structures extérieures, que ce soit des associations culturelles, sportives, les médecins qui sont là, les CMP qui sont présents aussi, les bailleurs à côté. Ce sont des éléments essentiels pour nous parce que ouvrir des résidences accueil, c'est aussi l'ouverture vers la ville et c'est aussi
toujours une pensée, et quand nous accueillons des personnes, c'est vers l'ouverture vers la ville et une passerelle dans cette résidence accueil, si les personnes en sont d'accord. Alors, à la fin de l'année, des statistiques un petit peu, à la fin de l'année 2020, sur les 2 résidences, nous avons quand même une proportion de 72% d'hommes, hein, avec une moyenne d'âge de 42 ans. 50% des personnes ont une mesure de protection et 78% sont suivis par des médecins psychiatres, 22% par des médecins de ville, des médecins généralistes. Voilà. Ces 2 résidences fonctionnent avec 2 référents, hein. L'ouverture, c'est donc à partir de 8h30 le matin jusqu'à 20h. Et nous travaillons effectivement avec beaucoup de partenariats, surtout la ville, hein, avec qui nous avons toujours de bons liens. Côté sanitaire, l'hôpital psychiatrique, hein, de Nemours, avec qui, j'ai envie de dire, nous avons de bons liens. Il n'y a pas de difficulté. Après, toujours la problème de l'organisation, d'une réorganisation qu'il doit y avoir dans les centres hospitaliers et qui favorise aussi de temps en temps des difficultés par rapport à l'accompagnement. Les commissions, c'est important, les commissions que nous avons très régulièrement avec les bailleurs, avec l'hôpital psychiatrique et avec la ville, hein, et des associations qui sont des associations médico-sociaux qui sont tout autour de nous et qui souhaitent pouvoir avoir un logement pour les personnes qu'ils accompagnent. Nous avons quand même dans nos résidences une moyenne de 4 à 5 personnes qui quittent la résidence accueil par an. Ce qui fait que il y a relativement un turnover qui permet de redonner une autre dynamique d'une résidence. Ces personnes-là vont ou dans un logement de droit commun, d'un commun accord, nous les accompagnons, nous travaillons avec des bailleurs, nous essayons donc de les diriger vers des logements, on peut les accompagner aussi un petit peu dans le logement. En plus, dans ces résidences accueil-là, il y a les SAMSA, hein, à côté. Donc, voilà, il y a une transversalité, hein, là qui peut se faire avec les différents partenaires. Et puis, il y a des personnes que nous accompagnons aussi, surtout qui vieillissent vers des EHPAD, hein, ou des structures pour personnes vieillissantes. Alors, ça se fait aussi toujours en partenariat avec ces structures-là. Peut-être la journée, faire des activités avec ces EHPAD-là et puis régulièrement, on met plusieurs mois, hein, à ce qu'ils prennent ce logement dans un EHPAD. Ça se fait toujours très, très progressivement. On rentre dans une résidence accueil, je le dis toujours, progressivement et on sort aussi progressivement. Toutes les prestations qui sont offertes pour les personnes dans cette résidence accueil ont toujours un lien avec l'extérieur. Ce ne sont pas des foyers, les activités, il y en a, nous en faisons régulièrement, mais toujours, on pense toujours qu'il faut aussi l'extérieur. C'est-à-dire, les activités peuvent se faire en interne, mais avec des personnes extérieures, des personnes du centre socio-culturel, des associations sportives, comme je disais tout à l'heure, pour qu'il y ait ce maillage entre nous, établissements, et l'extérieur. C'est beaucoup plus facile aussi pour ces personnes-là. Les personnes qui viennent dans les résidences accueil aussi, ce sont en général 2 catégories, des personnes d'un certain âge qui ont toujours vécu chez leurs parents. Les parents vieillissent, ils ne peuvent pas rester donc à domicile. Ces personnes-là aussi n'ont jamais vécu aussi, n'ont jamais été dans un logement à l'extérieur, donc ça peut être un SAS aussi qui est très intéressant pour eux. D'autres personnes aussi qui ont vécu dans des logements de droit commun, mais c'était beaucoup trop compliqué pour eux, avec des angoisses très fortes le soir. Donc là, ils sont revenus dans des structures où ils peuvent être accompagnés, hein, sécurisés, protégés aussi par les autres, hein, d'ailleurs, et par aussi les référents qui travaillent jusqu'à
20 heures. Voilà les éléments que je peux vous donner par rapport aux résidences accueil. Je pense que vous allez avoir des questions et je suis à votre disposition en tout cas. Merci. Alors, Emilia Thébault de la Fédération Habitat Humanisme en pose une, dont elle souligne, je ne sais pas si vous avez ouvert le chat, mais qu'effectivement, il y a beaucoup de points communs, évidemment, avec les pensions de famille. Près de 80% des résidents reçoivent la hache, je me permets de le lire, et effectivement, sur la problématique du vieillissement qui est également une problématique commune, et dont la question d'Emilia est: est-ce que le conventionnement apporte un plus? Est-ce que le fait d'avoir un partenariat effectivement avec le secteur sanitaire est-il un plus par rapport à ça? Peut-être, Laurence, vous pouvez répondre dans le sens où effectivement vous avez une vision un peu plus transversale, et puis vous avez aussi les deux pensions de famille, comme vous le disiez, vous avez quand même un accueil majoritairement de personnes handicapées. Est-ce que le fait d'avoir des partenariats établis est-il un plus ou pas? Je pense qu'on va répondre à deux voix avec Christine. Je pense que le conventionnement ne s'use que si l'on s'en sert, c'est comme les piles. Hein. D'abord, c'est pas toujours facile de décrocher un conventionnement. Ça aide quand on est à la fois gestionnaire de résidence accueil et de SAVS SAMSA pour conventionner avec le secteur sanitaire notamment. Il apporte un plus parce qu'il atteste d'une volonté de partenariat, mais il faut sans arrêt, c'est ce que j'essayais de dire, sans arrêt le réactiver. C'est ce que Christine disait aussi, une bonne façon de réactiver ces partenariats, c'est d'arriver à introduire dans les résidences accueil un certain mouvement, un certain turnover. Mais je pense que peut-être Christine pourra compléter. Oui. Le conventionnement avec le sanitaire est indispensable. Moi je pense que c'est vraiment, on ne peut pas ouvrir de résidence accueil sans aussi partenaire, aussi important. Un partenaire, que ça soit de toute façon sanitaire et aussi médico-social avec un SAMSA. Je pense que c'est les deux plus gros partenaires. C'est vraiment indispensable pour qu'on arrive aussi à effectuer nos missions. Nos missions, c'est vraiment d'essayer par le logement de favoriser l'ouverture vers l'extérieur avec un environnement sécurisé. Pour que ça soit un environnement sécurisé, automatiquement, il faut travailler aussi avec les partenaires tout autour. Effectivement, d'Alexandre Lemay, que je ne connais pas, comment que prévoient ces conventionnements? C'est plutôt une question pour Christine, sur la base des conventionnements que vous avez passés, peut-être? Oui, alors par rapport à l'hôpital, c'est une convention en disant, voilà, des articles, vous participez aux commissions d'admission. Nous travaillons aussi en partenariat quand nous sommes en difficulté avec une personne, que ça soit les emmener aux urgences. Voilà, il y a peut-être une priorité. Quand on vous appelle, vous essayez de nous aider pour répondre au mieux par rapport aux personnes. Quelques articles comme ça. Les conventions sont extrêmement simples, justement, parce que autrement, il vaut mieux avoir encore des conventions simples que pas du tout. Nous n'avons pas encore, ce qui est important, c'est que nous n'avons pas encore réussi d'avoir de convention avec aussi les bailleurs. Les bailleurs sont des partenaires très, très intéressants, indispensables aussi pour nous, mais nous travaillons ensemble, nous essayons de travailler ensemble, mais il n'y a pas encore de convention signée. Il y avait quelqu'un de l'USH qui s'était inscrit, je ne sais pas si elle participe, puisqu'on ne voit pas la liste des personnes participantes, mais si elle nous entend, en tous les cas, j'espère qu'elle pourra relayer. Claire Tarrière-Diop d'Atoma également pose une question, donc en prolongement de la question d'Emilia Thébault. Les besoins de partenariat en pension de famille sont souvent identiques à ceux en résidence d'accueil, on est d'accord évidemment, du fait des profils de résidence similaires. Le fait d'avoir le statut de résidence accueil facilite-t-il le conventionnement?
J'essaie d'esquisser 2-3 éléments de réponse. En fait, je ne sais pas. Je dirais que ce qui peut faciliter le conventionnement, c'est peut-être davantage d'être rattaché à un organisme. Alors, je parle depuis la position de la fondation, hein, à un organisme qui peut faire état d'une certaine expertise et de proposer une palette de dispositifs, les résidences accueil, mais pas que. Ça peut du coup être entrer dans un jeu de donnant-donnant finalement, une expertise autour de l'accompagnement du handicap, la possibilité de mobiliser d'autres solutions, et ça peut inciter les partenaires à conventionner plus facilement. Mais voilà, ça c'est une réponse vue de ma fenêtre. Je rajouterais juste, c'est pas parce que nous sommes dans une résidence accueil que les conventions sont facilitées, pas plus que dans une autre structure, hein. Pour conventionner, il faut vraiment, j'ai envie de dire, être dynamique dans le partenariat et vouloir absolument travailler avec les autres. J'ai envie de dire, c'est plutôt une philosophie par rapport à ces structures-là qu'il ne faut pas être seul. Absolument pas, ça ne veut rien dire du tout. Je me permets aussi une petite question. Vous avez souligné, Christine, que notamment à Nemours, 70% des orientations étaient faites par le SIAO. Les SIAO ne sont pas toujours bien équipés pour pouvoir effectivement identifier les personnes effectivement avec les troubles, avec des troubles psy, et quand bien même ils le sont, évidemment, ils n'ont pas forcément, et heureusement d'ailleurs, les éléments d'ordre médicaux quant à la stabilité des personnes. Est-ce que justement sur ces orientations, comment se passe finalement le travail avec le SIAO? Est-ce que les orientations sont bien adaptées? Est-ce qu'il y a des allers-retours fréquents? Qu'en est-il? Sans jugement de valeur, évidemment, par rapport au SIAO. Non, pas du tout. On travaille très bien avec les SIAO. Après, c'est pas le cœur de métier, hein, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc, c'est tout à fait entendable, hein. Par contre, on essaie de travailler ensemble et on le fait, je trouve, plutôt bien puisqu'ils participent aussi aux commissions d'admission obligatoirement, hein. Ils sont là, ils nous proposent des personnes. On en discute, hein, effectivement, ils n'ont pas forcément beaucoup d'éléments. On peut dire que voilà, pourquoi pas cette personne-là, mais après, nous faisons tout un travail ensuite pour avoir des éléments sur cette personne-là, surtout des éléments par rapport sur le côté médical, c'est surtout ça, hein, médical, s'il y a bien un médecin, on peut s'appuyer aussi sur des médecins psychiatres ou médecins généralistes, et s'ils sont accompagnés par d'autres structures. Et les CMP aussi extérieurs. Donc, il y a un travail à faire avant, assez long, avant d'admettre une personne. Merci de vos présentations. Je propose de passer la parole à Élie Métry et Marc Coulon, donc à 3. Donc je vous laisse la parole et on pourra poser des questions aux uns et aux autres, évidemment, issus de leurs interventions. Bonjour à tous, Élie Métry, donc directeur pour Coalia sur les départements de la Côte d'Or et de l'Aube. Également, précédemment, bon, il y a eu un transfert de responsabilité, mais j'ai été l'acteur avec mes collaborateurs, donc Mathilde Deloche-Pion qui était responsable d'hébergement, et puis Chloé Chevalier qui est aujourd'hui responsable d'hébergement sur la résidence sociale Vanier à Troyes. Donc Coalia a d'autres établissements, d'autres pensions de famille et résidence accueil, et depuis de nombreuses années au niveau national. On est très engagé sur ce type de dispositif et sur les résidences sociales, donc dans tout le parcours du logement et de l'habitat social adapté. Donc on avait souhaité répondre, lorsqu'il y avait eu les appels à projets, le plan de relance en tout cas, pour créer cette résidence accueil à Troyes, puisqu'on était sur une résidence sociale où on avait accueilli avec le temps un public qui pouvait répondre, parce qu'il y avait un besoin et que malheureusement il y avait peu d'offres d'hébergement sur le département, et que la résidence sociale de Troyes accueillait déjà ce type de public sans la structure, sans toute l'organisation qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc nous, on avait fait ce choix parce que ça répond à notre philosophie,
Et aussi, il y avait une vraie volonté, du coup, de pouvoir offrir au public qu'on avait déjà sur place une prestation et avec un accompagnement, avec des partenariats plus structurés grâce à la structure même de la résidence accueil. Donc, on avait obtenu une autorisation après un appel à projet en juillet 2018 et on a pu ouvrir en fait qu'une année plus tard parce qu'effectivement, il fallait créer, et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent, c'est qu'on a fait le choix, nous, de construire une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir répondre le plus possible aux besoins du public qu'on avait sur place, mais qu'on allait devoir accueillir aussi pour 24 places. Et ça a été notre choix, et c'était notre choix aussi de le faire au sein de la résidence sociale et de maintenir la diversité en fait de l'hébergement sur ce site. Enfin, c'est du logement autonome. Donc, on est resté au sein de la résidence sociale, donc il y a une mixité du public. Et on a dû se battre un peu avec les services d'État pour leur faire entendre qu'on pouvait créer ce dispositif au sein de cette structure et qu'il ne fallait pas isoler le public des pensions de famille ou des résidences accueil, en l'occurrence résidences accueil, au sein d'une structure unique, qui nous semblait, nous, important de continuer dans le parcours de l'autonomie et du logement autonome pour ces personnes, de rester au sein de la vie et de ne pas les enfermer trop dans une structure unique d'une résidence accueil et rompre avec le parcours qu'ils ont pu connaître précédemment avec le secteur psychiatrique, puisque nous, la plupart, enfin, 80% des personnes accueillies sont issues de l'hospitalisation ou de dispositifs où ils sont plutôt dans l'institution. Donc aujourd'hui, ils sont dans du logement autonome, accompagnés évidemment. Donc ça a vraiment été voilà, le label, en tout cas, de cette résidence accueil. L'objectif était vraiment de les laisser sur un parcours du logement au sein d'une structure ouverte, où il y a plusieurs autres types de dispositifs avec un public multiple. Donc ça a été long pour faire admettre, ça a été long pour donner cette culture-là auprès des services du SIAO qui orientent les personnes. Donc c'était de bien définir le public qu'on allait accueillir, de bien faire attention au type de personnes qui nous étaient orientées. Donc effectivement, vous disiez, ils n'ont pas forcément au sein du SIAO, et c'est une commission obligatoire pour nous, dans le cadre de l'appel à projet, en tout cas, les personnes qui nous sont orientées sont obligatoirement issues d'une orientation par les services du SIAO. Mais pour autant, il fallait faire entendre que ce public, on ne pouvait pas accueillir tout le monde et toutes les orientations. Donc on a mis en place un système d'évaluation avec un premier entretien avec la personne sur le site, puis une journée d'intégration à l'issue de ce premier entretien, si on accepte la possibilité, si c'est en accord avec le public qui est déjà sur place, et les possibilités d'adaptation de cette orientée. Donc il y a une journée d'intégration qui est organisée pour voir un peu voilà, si la personne adhère à ce projet. Bon, ça ne garantit pas pour autant la réussite à l'avenir, mais ça met déjà quelques engagements. Donc ça, c'était notre objectif aussi comment dire, par rapport au service du SIAO, voilà, de partager déjà une même culture, une même philosophie pour l'orientation et l'accueil. Le deuxième point important, c'était effectivement de ne pas travailler seul. Donc ça a mis du temps dans l'ouverture aussi pour ça, parce que le cahier des charges impose pour les résidences accueil, contrairement aux pensions de famille, qu'il y ait une convention signée avec le secteur sanitaire. Mais pour autant, même si on a réussi à signer cette convention, ça n'engage en rien personne et on est resté malgré tout isolé sur les premières personnes qu'on avait sur l'établissement pour les accompagner, et on a dû forcer un peu les barrières qui existaient sur le secteur, parce qu'on n'est pas du médico-social sur la résidence accueil, mais on s'est toujours considéré comme l'étant, et on utilise tous les outils de la loi 2002 pour créer l'accompagnement. Enfin, on utilise en tout cas tous les outils, mais pour autant, il fallait ouvrir sur le champ du sanitaire et faire tomber ces portes bien fermées, enfin pas bien fermées, mais qui n'étaient pas ouvertes pour nous en tout cas, puisqu'on n'était pas du champ sanitaire. Travailleurs sociaux, responsables d'hébergement ne sont pas forcément, ou une résidence accueil n'était pas forcément bien connue, bien identifiée par le secteur sanitaire. Donc on a dû rompre
Pourtant, on accompagnait les mêmes personnes, on avait le même objectif d'accompagnement, enfin en tout cas de leur permettre d'être stabilisés dans leur logement et de s'y sentir bien et de ne pas être seuls, d'être sécurisés, voilà, sans être isolés. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais pour autant, voilà, les rencontres avec l'ensemble des différents partenaires locaux nous ont permis d'avancer progressivement. Et l'autre point sur lequel je voulais absolument dire que c'était important d'adapter une équipe pluridisciplinaire sur ce type d'établissement, c'est qu'au départ, on est parti avec la réponse du cahier des charges, avec travailleur social et AMP, animateur, un peu de personnel administratif, et que finalement, ce n'était pas forcément le bon modèle, et qu'on a réorienté nos recrutements, et qu'on a sélectionné du personnel en fait qui était plus proche du secteur sanitaire. Donc on a gardé AMP ou une conseillère en économie sociale et familiale parce que c'est fondamental pour le maintien des droits et l'accès aussi aux soins, mais on a surtout recruté une infirmière parce qu'il était évident que pour ouvrir notre communication et nos échanges et rassurer aussi le secteur psychiatrique sur notre intervention et notre capacité à communiquer avec eux, on voulait absolument montrer notre volonté à ouvrir notre porte au secteur aussi, de notre côté, au secteur sanitaire, et que l'infirmière était un métier, en tout cas, qui permettait plus facilement ce lien et cette ouverture de communication dans un premier temps. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Enfin, je le dis parce que le cahier des charges impose cette convention avec le secteur sanitaire, impose aussi indirectement, que ce soit dans un lieu fermé, super sécurisé et uniquement dédié aux personnes qui sont du champ, j'ai perdu le fil, enfin, bref, qui sont du secteur sanitaire, mais pour autant, voilà, c'était important de montrer cette capacité qu'on avait à réadapter le personnel et la pluridisciplinarité au-delà de ce qu'imposait le cahier des charges. Enfin, au-delà de ça, donc, une fois l'équipe mise en place et l'organisation qu'on avait choisie en interne en lien avec le SIAO et puis la sensibilisation de l'ensemble des partenaires, on a eu des premières rencontres plus officielles avec le secteur psychiatrique et l'hôpital psychiatrique de la ville de Troyes. Et ça a été le début d'un long travail d'apprentissage. On est tous les deux aujourd'hui, on a tenu à être tous les deux aujourd'hui parce que c'est la démonstration même qu'on travaille ensemble, mais que ça ne s'est pas fait comme ça. Notre première rencontre tous les deux a été un peu houleuse parce que moi, je me sentais isolé dans ma démarche pour la création de cette résidence accueil et j'avais peur. Et je pense que c'est important de le dire, c'est que même si on avait tous les outils, on avait la convention, on avait l'argent, on avait les logements, on avait même des personnes et on avait des débuts d'orientation, mais franchement, on avait la peur au ventre de la réussite de cet accompagnement parce que le public accueilli est un public particulier, hyper fragile et hyper difficile aussi, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes qui sont accueillies, que pour l'équipe. Et que à un moment, j'étais prêt à dire au service de l'État, je vais pas ouvrir les chambres, je vais pas ouvrir les logements, pardon, je vais pas continuer d'accueillir parce que je me sens trop isolé avec l'équipe pour pouvoir le faire. Parce que le secteur psychiatrique n'était pas encore prêt à venir nous accompagner dans la démarche, parce que c'est un problème de culture, de moyens aussi pour le secteur de venir en plus nous accompagner dans notre dispositif. Mais je pense que notre première rencontre, du coup, a été un petit peu houleuse parce que j'avais dit à monsieur Marc-Coulon, si vous n'êtes pas avec nous et si je ne me sens pas plus sécurisé, moi je ferme parce que je ne veux pas mettre les personnes en danger et je ne veux pas mettre l'équipe en danger. Donc voilà. Donc la convention nous a aidés parce que c'était l'obligation, mais ça a été surtout une question d'engagement de notre part, de l'équipe, de l'adaptation de l'équipe, et du coup une ouverture à la communication avec le secteur psychiatrique. C'est un bon enchaînement peut-être pour que Marc Coulon, je voudrais laisser un peu de temps après aussi au dialogue. Donc, je saisis la balle, Élie, et vous, Marc Coulon, peut-être justement votre point de vue pour reprendre finalement
pourquoi vous y Ouais. êtes allé et qu'est-ce qui a fini par vous convaincre de... Ouais. Alors, juste une petite précision, je suis cadre supérieur de santé et cadre de pôle. Hein. C'est une petite précision parce que derrière ça, je suis garant des politiques qui sont déployées, qui sont décidées et qui sont déployées. Ces politiques, depuis de nombreuses années, c'est effectivement de valoriser l'extra-hospitalier et donc de trouver l'articulation permanente avec le fait que les patients doivent pouvoir bénéficier d'un parcours. Ce parcours concerne aussi bien l'hébergement que d'autres domaines comme le travail ou autres, mais en tout cas, on a une démarche de culture sanitaire, psychiatrique qui est de plus en plus d'inscrire le patient dans un parcours avec des partenaires. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de rétablissement, avec des partenaires qui sont présents au moment du rétablissement, où chacun est dans son cœur de métier. Notre cœur de métier à nous étant le soin, et le travail des partenaires étant effectivement d'accompagner le rétablissement. Ce travail sur l'extra-hospitalier, tout à l'heure vous parliez des bailleurs et autres, c'est un travail qu'on a fait avec les résidences accueil, avec les familles d'accueil, avec un certain nombre de partenaires. On a des dispositifs d'hébergement accompagnés sur de l'association d'intermédiation locative, on a un certain nombre de choses. On a une multiplicité d'outils qu'on a ou participé à mettre en place, ou aidé à accompagner, ou aidé à construire. Ce qui fait que dans cette notion de partenariat, dans un partenariat, il y a deux personnes. Et la première des personnes, c'est celle qui va proposer un patient pour la résidence accueil. Et ce patient, vous avez tout à l'heure énoncé l'âge, les modalités, du type de patient. On est à peu près sur ce même registre sur la résidence de Troyes, c'est-à-dire des hommes en majorité nous, quand on propose un patient pour la résidence accueil, on est très attentif à ce que ce patient bénéficient de ce parcours résidence accueil et conviennent à la résidence accueil. Le partenariat, c'est aussi ça. C'est-à-dire que dès le début de l'initiation des choses, on est partenaire de quelque chose qui a comme objectif de marcher, de fonctionner. Donc ça reste quelque chose d'important. Sinon, on va le proposer à d'autres dispositifs. On va faire de l'hébergement, de l'intermédiation locative ou autre chose, mais on ne fera pas du collectif. Voilà. Donc ça, c'est un élément important, même si vous avez passé de visibilité, même si ça passe par le SIAO, même si au niveau du SIAO, on ne notifie pas qu'il est suivi en psychiatrie, parce qu'effectivement, il n'y a pas non plus de stigmatisation et d'objectif de stigmatisation. En tout cas, on est présent dans ce partenariat de façon permanente. Ça, c'est le premier point. La notion de conventionnement était aussi une notion intéressante. Effectivement, nos tutelles, les agences régionales de santé, nous demandent de conventionner avec 45 maisons de retraite sur le département de l'Aube, avec les prisons, avec les adolescents, avec les structures d'hébergement, avec on a un nombre de conventionnements énorme. Donc, effectivement, ça nous est difficile de mettre dans ces conventions de la singularité. Par contre, notre singularité, c'est d'avoir mis en place un dispositif au niveau du département qui permet qu'il n'y ait pas de temps d'attente. Un patient qui ne va pas bien, il ne passe pas par les urgences, il passe par le CMP de proximité, il est reçu tout de suite par un infirmier. S'il y a besoin d'une hospitalisation, ça se gère de cadre à cadre et ça se fait comme ça avec le médecin entre les deux. S'il y a besoin de quelque chose d'autre, il y a une réunion tout régulièrement pour que le médecin puisse effectivement dire s'il y a besoin de il peut aller sur son généraliste, s'il a besoin d'un travail pour repréciser les choses. En tout cas, c'est un dispositif qu'on a mis en place indépendamment de l'ensemble des partenaires, qui peut permettre à l'ensemble des partenaires d'y trouver un parcours et un chemin. Donc, ce conventionnement, c'est sûr qu'en fait, on a vendu à Eli quelque chose qui était... l'objectif, c'est pas qu'ils atterrissent aux urgences, l'objectif, c'est qu'on arrive à effectivement travailler de façon anticipée sur une population qui est une population fragile, qui est en situation de rétablissement et où effectivement chacun est acteur de l'accompagnement de la bonne santé, enfin de la bonne santé entre 36 guillemets, de ses usagers. Et que effectivement, c'est important qu'on travaille, que les équipes travaillent ensemble, qu'il puisse y avoir qu'elles puissent s'interpeller pour qu'on ne laisse pas s'installer des situations qui puissent perdurer en termes de discommunication, en termes de difficultés interactionnelles, en termes de problématiques de pathologie qui refont surface parce que le patient, l'usager,
est confronté à une mise en situation d'impasse de vie dans son quotidien, que ce soit au niveau de sa famille ou au niveau de son hébergement, et que ça redécompense sur un mode ou sur un autre. Donc, il y a une acculturation vraiment entre les équipes sur effectivement ce que chacun voit, ce que chacun questionne, ce que chacun interpelle, et qui permet qu'on soit dans quelque chose où on a une culture commune de l'attention et de la vigilance. Voilà. Quoi d'autre encore ? C'est sûr qu'on est aussi dans cette logique de parcours. On a des dispositifs où on a des petites maisonnettes qu'on vient d'ouvrir là. On a des dispositifs avec les bailleurs depuis longtemps, parce que comme on fait de l'hébergement, de l'intermédiation locative avec du bail glissant, on a mis des années à construire des partenariats avec les bailleurs. Mais ce partenariat avec les bailleurs, on le met au service du parcours. C'est-à-dire que j'ai rencontré l'équipe de la résidence l'autre fois en leur disant, voilà, il y a des petites maisons, si vous avez besoin que vos usagers ils sortent sur de l'habitat individuel avec un peu d'accompagnement, on peut le dispositif, il y aura du bail glissant au bout de 6 mois, ça peut permettre qu'effectivement, on inscrive des usagers dans les temps successifs du parcours. Et cette notion de parcours, elle est de plus en plus importante parce qu'effectivement, on est dans quelque chose qui est du partenariat. Le partenariat, c'est effectivement la possibilité de se coordonner, c'est s'ordonner successivement en étant effectivement dans un système de coopération aussi. Voilà. Merci Marc de votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Emilia Thébault a posé il y a déjà quelques minutes effectivement une autre question sur le cahier des charges. Conventionnement sanitaire obligatoire, a priori oui. Salarié diplômé du sanitaire, a priori non. C'est un choix de Coalia. Je ne sais pas au sein de la Fondation des Amis d'Atelier d'ailleurs si vous avez des... sur les résidences d'accueil, je ne pense pas que vous ayez... Non. Pas du tout. Non. Et puis sur l'obligation du conventionnement, c'est quand même pas si clair que ça dans la circulaire de 2017. Hein. Ce qui est dit dans cette circulaire, c'est que le conventionnement, il doit être encouragé, soutenu, et notamment il est rappelé que les ARS doivent faciliter ces conventionnements. Voilà, on est d'accord pour dire que c'est la pierre angulaire. Je mettrai pas ma main à couper, mais je parle sous votre contrôle, que les conventions ont un caractère d'obligation. Je pense que dans le cahier des charges, je m'en souviens parfaitement, en tout cas, c'était peut-être un choix de la région Grand Est de le rajouter effectivement comme une obligation dans son cahier des charges. Et de même que l'orientation devait être faite par les services du SIAO, c'était un choix de le mettre comme ça dans son cahier des charges. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Vos interventions étaient très riches en tous les cas. Je pense qu'il y avait une réelle problématisation du sujet. Vous pouvez lever la main aussi, je vous le rappelle. Donc, si je vous donne la parole dans ces cas-là, vous apparaissez à l'écran et donc vous pouvez engager directement le dialogue avec les intervenants. À titre, je vais en poser une pour ce qui nous concerne à Marc Coulon. Vous faisiez état effectivement, des attentes. Vous faisiez état effectivement des attentes de l'ARS, justement qu'il y ait des conventions qui soient établies. On a quand même, d'un point de vue national, on a l'impression qu'il y a une assez grande disparité sur le sujet entre les ARS. Est-ce qu'avec d'autres collègues, d'autres hôpitaux, je ne vais pas préciser la région sur laquelle, effectivement, je disais que ça avait été très, très compliqué pour l'ouverture de résidences accueil. Est-ce que les ARS étaient insuffisamment derrière? En tous les cas, on a l'impression que le sujet est traité de façon, je répète, de façon très, très disparate par les ARS et également par les hôpitaux de façon générale. Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque que je n'ai pas évoquée. Je ne vais pas vous dire qu'on est en facilité avec les équipes. On a un manque de médecins conséquent. On a plus de 50% de notre effectif médical qui n'est pas pourvu. Et on a de plus en plus de mal à recruter des infirmiers à l'heure actuelle. Et on a effectivement des multiplicités d'appels à projets locaux auxquels on doit répondre. Quand je vous parlais tout à l'heure de politique institutionnelle ou de politique de pôle, c'est que quelque part, on a essayé de réfléchir le dispositif
pour que ce dispositif il fonctionne au regard des moyens qu'on avait. On est vraiment dans l'efficience, et si c'est efficace, c'est bien, mais en tout cas, on est dans une position d'efficience. La question que vous posez aussi par rapport aux conventions, c'est sûr que dans l'idéal, on devrait conventionner avec tout le monde. Dans la pratique, on n'a ni les moyens, ni la possibilité, même déjà de rédiger les conventions, de pouvoir oui, en termes de direction et tout, on est chiche sur les populations. Donc, on est quand même dans une situation globale où c'est une volonté du sanitaire dans l'Aube, de la psychiatrie dans l'Aube, de mettre à disposition un parcours qui a été pensé pour qu'il puisse être accessible à l'ensemble des partenaires qu'on rencontre. Et ça va qu'on arrive à peu près, parce que les équipes jouent le jeu, mais c'est vrai que tout ça, c'est très dépendant de la mobilisation individuelle de chacun des partenaires. On est en difficulté comme partout. Alors après, on peut se recouper sur le fait que si on n'a pas de moyens, on ne le fait pas, ce qu'on n'a jamais véritablement mis en place. On est sur des dispositifs qui sont un peu bric-broc, mais on les tient parce que c'est le temps qui permet aussi. L'objectif, c'est de durer. Et durer permet aussi que quelque chose perdure. Voilà. Donc, oui, vous avez raison, on est en difficulté au niveau national et on est en difficulté au niveau local. Et après, on invente des dispositifs plus ou moins fluides. Il y a une question qui vient d'arriver dans le chat de Benoît Lébro, je ne sais pas si je prononce bien, qui demandait combien de TP vous aviez sur les résidences accueil. Ça dépend du nombre de places et puis après de choix institutionnels qui sont liés quand même à des questions d'équilibre économique. C'est sûr que dans une résidence accueil de 10-12 places, c'est un peu compliqué et qu'on a beaucoup plus de marge quand on est sur des volumétries de 25 ou 30 places. Christine, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le nombre de places dans vos résidences accueil? De salariés, il y en a deux. Deux automatiquement pour chaque résidence accueil. Élie? Pour notre part, on est sur 24 places, là sur la résidence accueil de 3, mais j'ai le même modèle, enfin 2 autres modèles en Côte d'Or, qui sont aussi sur le même nombre de places. Et on est à peu près à 2,5, 2,75 ETP. Donc il y a toujours ce duo qu'on essaye de conserver, de maître de maison, comme on disait à l'époque, mais avec en plus de l'intervention pour des animateurs et une partie administrative ou de responsabilité. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'effectivement c'est mutualisé au sein d'une résidence sociale sur la résidence sociale accueil de 3. C'est la même chose sur le département de la Côte d'Or. On a 2 établissements identiques, une résidence accueil, qui sont aussi installés au sein de résidence sociale. Donc ça permet de mutualiser au moins le poste du responsable d'hébergement et qui a un rôle évident et important sur le fonctionnement de l'établissement, puisque c'est quand même lui qui porte aussi la dynamique de l'accompagnement sur ce type de maison. Donc 2, c'est vraiment le strict minimum, et faire des établissements avec des capacités inférieures à 15 places, c'est difficile, c'est vraiment très difficile. Parce que l'accompagnement ne s'arrête pas à 17 h, c'est du H24. Donc, par le biais d'astreintes, par des permanences, par la présence du personnel du lundi au dimanche inclus. Alors, nous, les dimanches, on ne fait pas grand-chose, on n'est pas très présents, mais en tout cas, les samedis, on y est, en soirée, on y est, et c'est compliqué. Le taux d'encadrement est faible parce que les moyens sont faibles, même si on a eu une augmentation du prix de journée à 18 € depuis cette année, ça reste quelque chose d'insuffisant dans l'accompagnement de ce type de public. Il faudrait un peu plus de moyens, et c'est pour ça que nous, on a fait le choix d'intégrer une infirmière, et on a fait le choix aussi de solliciter les ARS. Alors, on n'a encore pas de retour positif pour un cofinancement, parce que même si on n'est pas du médico-social, il est évident que ces dispositifs relèvent du secteur médico-social, et il est évident qu'on doit, pour nous, en tout cas l'expérience qu'on en a faite, la présence de l'infirmière est un plus qui est indéniable, et obtenir au moins une part de cofinancement sur le poste de l'infirmière est pour nous important à Coalia, et Coalia au niveau national a sollicité l'ensemble des ARS sur les territoires sur lesquels on est installé pour avoir un cofinancement. Pour l'instant, le retour n'est pas positif, mais on ne désespère pas en faisant la démonstration de l'intérêt de l'obtenir, parce que le lien avec le secteur sanitaire est nécessaire.
Juste une précision, pardon, juste une précision, c'est que nous, les résidences accueil ne sont pas, enfin, il n'y a pas de professionnels le week-end et puis les jours fériés. Hein. Il n'y a pas d'astreinte pour les résidences accueil le soir, hein, la nuit. C'est volontaire parce que aussi une résidence accueil, il ne faut pas confondre avec un foyer. C'est aussi une passerelle, c'est pas un foyer. Donc voilà, c'est souvent que j'ai cette question-là, mais pourquoi il n'y a pas de surveillant de nuit? Pourquoi il n'y a pas? Mais ce sont quand même des résidences accueil, ils n'ont pas des foyers. Donc il faut bien à chaque fois faire la différence. Mais c'est bien compliqué. Ouais. Oui, je disais, nous sommes arrivés au terme de ce live. Il y avait une dernière question d'Alexandre Lemay, dont je vous propose qu'on y réponde. Est-ce qu'effectivement les professionnels des résidences d'accueil participent à des synthèses organisées par l'hôpital? Qui veut répondre? Alors, bon, on se rencontre régulièrement. Les équipes rencontrent régulièrement les équipes aussi des hôpitaux de jour ou des structures des CATTP qui peuvent prendre en charge des usagers des résidences accueil. Mais on est tout à fait volontaire à ce que les partenaires viennent à une synthèse et viennent apporter leur vision des choses. C'est tout ça qui permet qu'effectivement l'usager soit dans une paisibilité suffisante pour que ça se passe bien quoi, dans son parcours. Donc oui, ça fait partie des possibilités qui sont offertes chez nous. Hein. Je réponds aussi oui, pourquoi pas, hein, mais avec un objectif précis aussi, hein, sur un objectif pour répondre aux besoins d'une personne, d'un résident. Bien, je vous propose de clore là. On pourrait continuer la discussion pendant encore longtemps. Je vous remercie toutes et tous. Je remercie également toutes les personnes qui ont écouté. J'espère que vous y avez trouvé effectivement un grand intérêt. Je tiens à vous préciser que ces webinaires, enfin, ces ateliers pourront être visionnés également en rediffusion hein, d'ici quelques heures. Normalement, vous devriez pouvoir le faire. Voilà, merci à toutes et tous.